Et nous allons à présent accueillir un géant mondial du numérique, Carlo D'Assaro Biondo, vice-président de Google Europe du Sud, de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique. Il a osé imposer au cœur de Google une place importante à la culture. Monsieur D'Assaro Biondo, bonjour. Merci. Vous avez, il me semble, une petite présentation qu'on peut lancer. Absolument. Alors c'est parti. Arriver dans quelques secondes sur notre écran. Merci. Avant qu'elle arrive, alors, aujourd'hui je voudrais parler de deux choses. Un, de comment le numérique crée un terrain nouveau pour la culture et de ce que Google veut faire pour contribuer à ce que ce soit un terrain fertile et positif. Donc si vous, quand la présentation arrivera... Alors, est-ce qu'on peut nous dire dans l'oreillette si la présentation arrive? Sinon je vais parler sans, mais ça serait quand même sympa. Il y a des... On peut essayer de faire une conversation si vous voulez. Mais... Je préférerais avoir ma présentation. Exactement. C'est parti. Là voilà. Bon, alors, cette petite barre, c'est 4 milliards de recherches tous les jours, c'est 200 millions de recherches par jour en France, 25% de plus que l'année dernière. Ça dépend de comment on voit la culture et qu'est-ce qu'on met dedans, et on va en parler. Mais la culture est environ un cinquième de ces recherches, ce qui est lié au monde de la culture en un sens général. Un cinquième de 200 millions, ça fait beaucoup. C'est important. Et cette petite barre est fait énormément chaque jour. On parlait d'illettrisme, de combattre l'illettrisme, de donner accès, de démocratiser la connaissance. Et imaginez ce que ces 200 millions de personnes en France, ou ces 4 millions de recherches en France, ou ça veut dire 3 recherches par Français en moyenne, font avec ça et comment ça évolue. Je pense que c'est un premier point important. Culture, est-ce qu'il y a un clicker ou quelque chose pour passer de slide à slide? Exactement, je vais le chercher. Pardon. Allez-y, j'arrive. Je suis désolé. Non, mais parce que sinon, je vais rester sur cette slide éternellement, ça va être très, très ennuyeux. Non, on pensait, quand on pense culture, il y a 2 définitions que je voudrais citer. La première est celle de Sénèque, qui donne une vision utilitariste de la culture. Non, la culture est l'éducation. La culture est ce qui nous différencie un peu des animaux, si vous voulez. La culture est ce qui fait l'homme ce qu'il est. Hein, et que sans culture, il n'y a pas de production, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'évolution. Si on passe ensuite à Rousseau et la définition qu'il nous a donnée après, elle me plaît beaucoup parce qu'elle me permet de faire la transition avec la technologie. En fait, la culture, c'est le pacte social. La culture française, c'est le pacte social français, notre art de vivre, notre manière de penser. La culture américaine est différente, c'est le pacte social américain avec une vision différente de beaucoup de choses, comme le droit d'auteur ou d'autres éléments. La culture médio-orientale a ses caractéristiques. En fait, ce qui nous arrive, il y a un clicker ou... J'ai une mauvaise nouvelle. Quelqu'un est parti avec. Il est parti avec. Il est parti avec. Voilà. Non, mais le prochain donc speak, je vais faire un signal comme ça. Je vous propose de dire quand vous voulez qu'on passe les slides et on les passera. D'accord. Je suis désolé. Donc cette vision de la culture liée au pacte social me semble un bon point de départ pour réfléchir à comment la technologie la change. Parce que si on y pense quelques minutes, le pacte social est profondément modifié par 2 éléments. Un, la globalisation. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les frontières changent. On ne peut plus réfléchir en vase clos, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour la culture. Et l'accès à l'information se démocratise. Je pensais l'autre jour à l'évolution qu'on va avoir lorsque la traduction se fera en ligne. On travaille maintenant chez Google sur le système de traduction en ligne pour pouvoir lire des textes de quelle que soit la langue. Imaginez ce que ça va encore changer. Mais c'est clair que pour la culture, ceci a créé un changement extrêmement important. Changement encore plus important. Vous pouvez me changer la slide, s'il vous plaît? Changement encore plus important. Si on pense à un phénomène inquiétant, passons à la prochaine. Si on pense à un phénomène important qui est celui-ci. Aujourd'hui, sur Internet, la plupart du contenu est américain ou anglais. C'est un énorme problème. On a encore 6 fois plus de sites par personne en Angleterre qu'en France. Et les contenus culturels américains, merci Aude, américains ou anglais sont beaucoup plus présents. Il est nécessaire de travailler pour que les cultures locales soient plus présentes et pour que ce brassage de cultures
se fasse d'une manière beaucoup plus efficace. Le risque que nous courons si nous n'amenons pas vers Internet nos cultures, si nous ne digitalisons pas nos contenus en France, en Italie, en Espagne, au Moyen-Orient ou en Afrique, c'est qu'on finisse par n'avoir comme possibilité importante que de voir ce que les anglo-saxons nous présentent. D'où l'envie de Google d'investir pour créer des racines locales et participer au développement des cultures locales et digitaliser sur Internet. Comment il marche ce clicker? On pense ensuite à l'impact de la culture sur l'économie. Et je pense qu'on le sous-estime toujours, parce qu'on a tendance à voir dans la culture uniquement ce qui est lié au loisir. Et quand on y réfléchit aujourd'hui, on a parlé avant de déindustrialisation. Certains qui ont posé ont mis l'accent là-dessus. Je pense que le grand risque que nous courons si nous ne développons pas l'accès à nos cultures sur Internet, c'est que la marque France, ce qui représente nos valeurs, perdent un peu leur aura dans le monde. Si vous imaginez aujourd'hui ce que la France amène vers l'étranger, notre art de vivre, notre passion, certaines de nos marques, le luxe, les produits, tout ça est lié à une image de la France. Notre tourisme, tout ça est lié à certaines valeurs que nous représentons. Et je crois que la plupart de l'économie française est soutenue aujourd'hui par ça. On avait fait des calculs en disant que c'était environ un tiers de l'économie française qui est soutenue par ses propres éléments culturels. Donc un élément extrêmement important. Si on pense ensuite à ce que l'Internet amène à l'économie, je pense que c'est un parallèle important à faire. L'Internet aujourd'hui, c'est 450 000 emplois à créer en France entre maintenant et 2015, net, entre ceux qui sont perdus par l'efficience dans la distribution et ceux qui sont créés. C'est 700 000 emplois créés depuis la dernière dizaine d'années. C'est un tiers du PIB actuel et une croissance de plus en plus forte. Il est clair que ce levier, cet accélérateur mis à la disposition de la culture, peut faire beaucoup. Et donc, très rapidement, qu'est-ce que nous essayons de faire? Je vais vous donner un premier exemple. Là, nous sommes en Inde. Il n'y a pas de son, malheureusement, parce que le son était sympathique. Je ne peux pas vous le faire tout seul, ce ding, 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 parce que je ne sais pas chanter. Mais voilà. Je suis sûr que les peintures tandoori ne sont pas ce que chacun d'entre nous, ce à quoi chacun d'entre nous pense le plus. Mais ce que l'Internet permet, et ça c'est un exemple pris qui est effectivement fait d'une publicité, c'est de dire, voilà, ce monsieur qui fait ses peintures, crée son propre site web. Là, on imagine qu'il le construise en physique. Et pourra, à travers l'Internet, promouvoir son activité dans le monde. Et ces peintures seront vues, connues, analysées et présentes. Parce qu'il pourra les associer à certaines idées. On associera la peinture tandoori à certains mots-clés, on associera son site web à certains autres sur le web, pour faire en sorte que ce réseau se crée et cette multiplication se fasse. Le web a été une force extrêmement importante de démocratisation de la culture. Souvent, on a chez Google des difficultés avec des grandes marques, non, des polémiques se créent sur le fait que certaines grandes marques voudraient être autonomes par rapport à la recherche, autonomes par rapport à ce qui peut être sur le web. Oui, je comprends que lorsqu'on a une marque très forte, on se dise tout le monde pourra venir chez moi indépendamment de ce qui se passe, indépendamment de Google ou d'autres. Mais quand on est une petite marque, quand on n'est pas connu, quand on a besoin de se présenter, lorsqu'on développe une culture qui est une culture locale, on a besoin de leviers d'accélération. Et en ça, la valeur apportée est extrêmement importante. Je crois que c'est quelque chose dont il faut se souvenir, c'est que ce brassage que nous vivons aujourd'hui est une redéfinition profonde des thèmes d'intérêt que nous vivons et que beaucoup de petits aujourd'hui, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la presse, que ce soit dans la peinture, ont, grâce à ces outils, la possibilité de se faire connaître à armes pratiquement égales avec des grands. Cette possibilité n'existait pas il y a 15 ou 20 ans. C'est un changement profond. Google fait quoi? Je termine en 2 minutes pour respecter les temps. Google fait quoi? Alors, Google fournit des portes d'accès. Le YouTube est une porte d'accès par la vidéo. Le search est une porte d'accès par le texte. Et à travers les cartes et la photo, on crée de nouvelles portes d'accès à la culture. Imaginez de voir les cartes qui contiennent des stratifications d'époques et de pouvoir comparer une époque à une autre en avançant un futur avec son téléphone portable dans Rome, comme on peut déjà le faire grâce à un projet que nous avons fait, ou dans d'autres villes. Et l'évolution que tout cela permet par rapport à la connaissance de chacun et d'une manière totalement gratuite. Les bibliothèques, l'amener des livres en ligne en grande quantité est un élément, je pense, extrêmement important du futur culturel, surtout si ces livres sont moins connus, surtout si ces livres sont moins représentés sur le web que les best-sellers actuels que nous lisons. Imaginez, à l'arrivée des traductions dans 3 ou 4 ans, le fait d'avoir
ces textes sur le web et de pouvoir les lire dans toutes les lignes modifiera profondément l'accès à la connaissance pour chacun d'entre nous. En passant, je pense que la phase un peu Far West du web dans laquelle il fallait définir des modèles de travail en commun a beaucoup évolué. Nous sommes aujourd'hui, du moins Google, une entreprise qui a une taille et qui comprend les responsabilités. Et je pense que les accords qui ont été signés avec des librairies ou les principaux groupes français en particulier dans le monde de la culture, qu'elles soient cinématographiques, vidéo, audio ou presse, prouvent que la maturité est aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Avec une crainte que je voudrais quand même faire remarquer, c'est que lorsqu'on est en France, par rapport aux Anglais, on a un problème. Le Herald Tribune a 75% de ses clients qui viennent en dehors de son pays. Donc la taille, la masse critique à laquelle il peut vivre sur Internet est beaucoup supérieure à ce que peut faire quelqu'un qui se base uniquement sur l'Internet français. C'est pour cela qu'il devient important, à notre avis, de faire en sorte, en France en particulier, que l'on travaille sur les nouvelles modalités de financement de la culture, que l'on voit des nouvelles formes de publicité qui peuvent faire évoluer les choses, en regardant à la targetisation, en regardant à ce qui peut permettre d'adapter les contenus et de les proposer aux gens qui sont réellement intéressés, de façon à multiplier la valeur. Yad Vashem, les manuscrits de la mer morte qui ont été digitalisés, ce livre représente les trois religions, que ce soit musulman, qu'on soit juif ou qu'on soit catholique, on retrouve ces racines vers les manuscrits de la mer morte. Et je pense que c'est un élément fondamental d'aujourd'hui de pouvoir l'avoir cela pour pouvoir en discuter. Même chose avec Yad Vashem ou avec la Fondation Nelson Mandela. L'Art Project, nouvelle manière de regarder ce qui se passe dans les musées. Je vais vite parce que je comprends qu'il faut accélérer. L'accès à ce genre de qualité d'image, l'accès aux détails d'un tableau et à tous les contenus qu'il représente à travers le web, l'accès à une galerie comme celle de Versailles en pouvant la visiter, fait croître l'intérêt, fait croître la valeur et augmente le désir des gens d'y aller. Les partenaires en ont parlé. Après, il y a un élément sur lequel, c'est ma dernière phrase, qui dit innover sur le web, dit aussi expérimentation. Et je pense qu'une entreprise comme la nôtre lance tous les années, rien que dans le moteur de recherche, une centaine d'innovations par mois. Il y en a 20-25% qui ne durent pas, qui ne marchent pas parce qu'elles ne sont pas reprises. Et je crois que là, c'est le grand pari qu'il faut faire avec le monde de la culture, c'est accepter d'expérimenter ensemble, de tenter ensemble des nouvelles routes, en sachant que certaines marcheront très bien, d'autres marcheront moins bien. En ce sens-là, nous avons voulu créer un institut culturel qui est basé à Paris et qui a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est créer une citoyenneté globale pour les cultures qu'on appellerait non anglo-saxonnes, françaises ou des pays dans lesquels nous sommes, qui peuvent être l'Afrique ou le Moyen-Orient ou l'Est Europe ou d'autres. Mais faire en sorte que chaque pays, que chaque culture soit présente sur le web fortement. De faire levier sur les technologies pour que cet accès soit le plus possible universel. Donc l'importance de la cartographie, l'importance de la digitalisation des contenus audio et vidéo pour créer des dépôts dans lesquels toutes ces informations se trouvent. Et le troisième élément, c'est travailler sur la diffusion pour faire en sorte que ces contenus soient retrouvés par qui y est intéressé ou par qui pourrait y être intéressé, en créant des architectures de web valables pour ce faire. Nous pensons avoir le désir d'être à la disposition du monde de la culture pour que sa présence sur le web en accélère le potentiel et fasse en sorte que nous n'arrivions pas à un monde dans lequel, malheureusement, nous devenons tous un peu trop anglo-saxons. Merci Carlo, vous êtes un métronome, vous avez fini à la seconde près. J'ai 3 questions à vous poser. Je vais me mettre de l'autre côté, vous m'impressionnez en étant trop près. Combien d'amis avez-vous sur Facebook ? Je ne suis plus sur Facebook parce que malheureusement, je n'y avais plus d'amis. Mais depuis que je suis chez Google, il n'y avait que des gens qui me demandaient un emploi en me disant « on a été à l'école ensemble, il faut que tu m'embauches ». Et comme je n'ai pas ce pouvoir, j'ai décidé de le quitter. Et je vous confirme, je ne l'ai pas trouvé Carlo sur Facebook. Et sur Google+. Sur Google+, vous n'êtes pas non plus sur Google+. Si, j'y suis, mais là, l'approche est différente, parce que je choisis des centres d'intérêt. Donc je dis, voilà, mes amis passionnés de vin, je ne parle qu'avec eux, mes amis passionnés de cinéma, je ne parle qu'avec eux, et donc on peut contrôler l'accès à l'information et à qui on la donne. Donc c'est une démarche qui m'est plus facile. Elle représente plus ce qui est pour moi le monde réel. Si je parle avec vous maintenant, je vais dire quelque chose. Si mon patron arrive, immédiatement je vais vouloir changer. Et je pense qu'il faut créer des réseaux sociaux qui se rendent compte que la vie sociale doit être plus semblable à la vie réelle et pas le contraire.
En fait, j'ai plein de questions, mais je vais vous en poser que deux autres. Il faut que je les choisisse. Il y a un projet de Google qui m'a impressionné. C'est la voiture sans conducteur. Et est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots, s'il vous plaît, parce que ça me fait vraiment rêver. Je ne sais pas si ça marchera. Pourquoi Google fait des projets comme ça? Je vais vous répondre par une anecdote. Moi, l'autre jour, il y a quelques temps, en arrivant chez Google, j'ai rencontré un des fondateurs, et Sergey. Je lui ai dit, mais sur quoi travailles-tu, Sergey, en ce moment? Il me dit, je travaille sur un mécanisme pour pouvoir lancer des caisses des avions. Et je lui ai dit, mais pourquoi c'est important? Si on pouvait lancer des caisses des avions pour qu'elles arrivent par terre sans se casser, on changerait la manière dont on peut aider et disons, combattre la faim dans le monde. La voiture automatique, c'est l'idée de voir jusqu'où la technologie peut nous amener et jusqu'où la technologie peut améliorer les conditions de vie des gens. C'est un projet aussi qui peut avoir son économie. Mais ce n'est pas quelque chose que nous faisons dans le but de le commercialiser demain. Hein, ce que j'aime de la boîte dans laquelle je suis, c'est une immense chance, c'est qu'en fait, on a un équilibre, c'est la première fois que je le vis, entre le court terme, on a des courts termes, il faut bien vendre, et le moyen long terme. On a 50% des gens chez nous qui sont ingénieurs, c'est une règle, moi la moitié d'être ingénieur, et ils pensent aux usagers dans 20 ans. Et ça fait des équilibres intéressants. Bon, je vais vous poser une dernière question. Je vais la poser, vous la prenez comme vous voulez, je pense qu'on la pose souvent. Le slogan de Google, c'est « Don't be evil ». Oui. Et aujourd'hui, vous êtes attaqué de toutes parts sur la privacy, sur effectivement votre hégémonie, votre position dominante. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Avoir un slogan qui est ne pas être le diable et d'être stigmatisé comme le diable aujourd'hui? Alors, vous savez, d'abord, je pense qu'il faut faire... merci de me poser la question d'ailleurs. Google est la marque la plus aimée par les gens en général, parce qu'elle est gratuite, parce qu'elle nous permet de combattre notre illettrisme personnel, parce qu'elle nous améliore chaque jour. Après, c'est une marque qui a grandi très vite, qui est devenue très grande. C'est un peu un éléphant aujourd'hui, comme taille dans une cristallerie, si vous voulez, chacun de nous. Et clairement, ça fait peur. Avec la taille, ça commence à faire peur, et avec la taille vient la responsabilité. Moi, je crois que Google a compris la responsabilité que lui donne sa taille. Et je pense qu'on sait réagir par rapport à ça. Je pense qu'on a nos règles éthiques, la liberté d'expression, qu'on maintient quoi qu'il se passe. On sortira de certains pays, on participera à certains mouvements si nous pensons que la liberté d'expression est mise à risque. Aujourd'hui, croyez-moi, le respect du droit d'auteur, vous ne trouverez pas des situations chez nous sans qu'on ait aujourd'hui fait en sorte que le droit d'auteur soit reconnu sur nos sites, pas sur le web en général, on ne contrôle pas le web en général, mais sur nos sites, c'est comme ça. Et je pense qu'on a aujourd'hui une capacité de donner l'exemple. Mais nous sommes une entreprise globale. Alors, quand on parle des impôts ou d'autres choses, moi, je réponds toujours... Et c'est ça, oser aussi. Ne regardez pas qu'un côté de la médaille. Disons la vérité. Quelle est la contribution que donne une boîte comme Google à la vie de chacun de nous tous les jours? Quelle contribution elle donne à notre économie en faisant grandir des postes de travail? Les PME, chaque PME qui travaille et qui utilise des outils comme celui-ci crée un nouvel emploi tous les 6 mois en moyenne quand il commence à vendre à l'étranger. Et une petite boîte peut aujourd'hui vendre à coût variable. Toute cette valeur, tout ce changement est extrêmement important, était créé. Et a été créé dans les dernières années par l'activité de cette boîte et les partenariats qu'elle a créés. Maintenant, oui, ça a bousculé les règles établies, ça a bousculé certains mondes, ça a changé, ça a créé des problèmes pour certaines marques. Mais que voulez-vous, d'un autre côté, on ne peut pas créer de la valeur sans bousculer. Je vous rappelle que Google n'a que 12 ans. Google a 12 ans. Voilà. Non, 14 ans maintenant, pardon. 14 ans. Merci beaucoup, Carlo. Merci pour votre intervention.